Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de mes 10 lectures du mois de mars. Et on va commencer tout de suite puisque 10 lectures ça va être un peu long. Je vais classer les livres plus ou moins par préférence, mais vous allez voir, il y a en règle générale que de bonnes lectures. Le premier que je vais vous présenter, c'est Soleil glacé de Séverine Vidal, sorti aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. Dans cette histoire, on suit Luce qui est à la mort de son père qu'elle ne voyait pas beaucoup, suite à la séparation de ses parents, et même avant d'ailleurs. Elle découvre qu'elle a un frère qui a quasiment le même âge qu'elle. Donc elle va avoir envie de découvrir ce frère qui est atteint d'un syndrome, alors c'est le X fragile il me semble, qui provoque un retard de développement mental. Et donc elle va découvrir ce frère. Alors j'ai aimé ce livre dans le sens où il met en avant un syndrome qui n'est pas très connu, enfin en tout cas moi je ne connaissais pas, et la relation qui va se nouer entre Luce et Pierrot, donc son frère, est très attendrissante. Par contre, je n'ai pas tellement aimé le personnage de Luce, que j'ai trouvé plutôt agressive, parfois même méchante avec ses proches. Alors c'est sûr, elle a manqué d'un père, c'est sûr apprendre qu'elle a un frère qui a quasiment son âge, donc que son père a trompé sa mère, bien évidemment. C'est dur, je comprends qu'elle soit en colère, mais elle est quand même, elle fait des choses qui sont quand même pour moi très irresponsables, et les adultes, on va dire entre guillemets, la laissent plutôt faire, et voilà, ça m'a guère plu. Et ensuite il y a un autre détail qui m'a pas beaucoup plu, alors c'est un détail peut-être, mais voilà, on parle d'un enfant, un petit Victor qui est au CP il me semble, donc 6-7 ans normalement, et qui est sous Ritaline. Ce petit garçon est décrit comme très turbulent, c'est pas une description très flatteuse qui est là dans ce livre. Il faut savoir que la Ritaline est un médicament qui est prescrit dans le cadre du TDAH, c'est-à-dire le trouble déficient de l'attention avec hyperactivité. Et c'est un trouble qui est assez grave, enfin qui est assez handicapant également, et surtout si le petit de 6 ans est déjà sous médicament, ça veut dire qu'il a une forme plutôt grave. Et du coup, je trouvais ça dommage, dans un livre qui essaye de nous sensibiliser à l'handicap, qui dénigre comme ça un petit garçon qui a visiblement un handicap plutôt grave. Voilà, je trouvais ça... je trouvais que ça allait pas avec le sujet du roman, quoi. Voilà. Alors c'est sûr que je parle parce que d'expérience, par rapport à mon expérience personnelle, j'ai été confrontée, et je le suis encore, au TDAH. Et du coup, voilà, je sais pourquoi j'ai été sensible à ce petit détail-là, puisque sincèrement, de ce petit garçon, on n'en parle pas beaucoup, peut-être on en fait référence dans 2-3 pages, mais à plusieurs endroits du roman, mais quand même, moi personnellement, en tout cas, ça m'a touchée cette façon de décrire ce petit Victor. Et pour finir, je vais dire aussi que la fin de ce roman ne m'a pas tellement convaincue. Alors je sais pas ce qu'ils disent, ils en disent pas trop sur le résumé, donc je vais pas vous dévoiler exactement le déroulé de l'histoire, mais quand même je n'ai pas été très convaincue par la fin, puisque les agissements de Luce, comme je vous disais, je la trouve plutôt irresponsable, vont conduire Luce et Pierrot dans une situation plutôt délicate. Et voilà, ça confirme mon idée que cette jeune fille aurait dû réfléchir avant d'agir. Voilà pour ma toute première lecture. Je vous annonce donc la deuxième, qui est D'encre de verre et d'acier, le tome 1 de Gwendoline Clark, sorti aux éditions Lumen. On m'a offert ce roman il y a 2 ans je crois, et j'étais toujours pas, je m'étais pas lancée depuis le temps. Dans cette histoire on suit, je ne me rappelle plus les prénoms comme d'habitude, Elsa, voilà. On suit Elsa. Dans cet univers, il existe des scriptologues. Les scriptologues en fait peuvent créer des mondes en les écrivant dans un livre, pardon, et ensuite à l'aide de portails intégrer ce monde. Un jour, un scriptologue très renommé a décidé de créer dans son monde des humains,
Voilà. Donc il a créé une population dans son livre. Bien évidemment, ça a soulevé des problèmes d'éthique, etc. Donc après cette création, il a été interdit de le faire. Donc on suit Elsa, qui elle est issue de ce fameux monde créé par ce scriptologue et sa mère. Un jour, sa mère, qui est également scriptologue, disparaît, visiblement kidnappée. Et du coup, Elsa va partir à sa recherche. Elle va découvrir plutôt qu'il existe une école dans le vrai monde pour les enfants qui ont des prédispositions comme la scriptologie, ce qui est son cas, mais d'autres prédispositions pour la mécanique par exemple, pour la chimie ou des choses comme ça. Elle va donc intégrer cette école pour se protéger puisque visiblement les personnes qui ont enlevé sa mère seraient susceptibles de s'attaquer à elle. Voilà. Donc elle va rencontrer d'autres personnages dans cette école, et avec eux, ils vont mener l'enquête pour savoir ce qui est arrivé à sa mère. Voilà en gros l'histoire. L'histoire, j'ai bien aimé. On ne peut pas dire que j'ai pas aimé l'histoire. Ça se lit très très bien, c'est fluide. C'est en plus un roman qui est épais, mais qui est écrit relativement gros. Donc il n'y a vraiment pas de souci au niveau densité. Ça se lit très bien. Par contre, moi, je n'ai pas apprécié les caractères des personnages. Je m'explique. En fait, Elsa est très méfiante, ce qu'on peut comprendre quand elle arrive à l'école. Elle rencontre en particulier 3 personnes, une fille et 2 garçons. Et elle est au début très très méfiante avec eux. Donc toujours sur la défensive. Ça, je le comprends très bien et j'ai pas eu de souci avec ça. Sauf que par contre, les 3 autres qui sont là dans l'école depuis assez longtemps, en fait, eux se connaissent donc depuis longtemps, sont des amis, et sauf qu'en fait, ils sont tout le temps en train de se disputer. Ils sont jamais d'accord, et quand ils sont pas d'accord, ce qui est possible, ils haussent le ton, ils se rembarrent, ils se... Je sais pas, j'ai trouvé des relations un petit peu conflictuelles, c'est ça, ils sont tout le temps en conflit, en fait. Ils n'arrivent jamais à s'entendre. Donc Elsa, une fois qu'elle commence à les connaître et à s'intégrer dans ce groupe, eh ben, elle devient comme eux en fait. Donc voilà, on a ces 4 personnages qui sont finalement quasiment jamais d'accord et qui sont tout le temps en conflit. Donc voilà, alors pour résumer, j'ai bien aimé cette histoire, j'ai bien aimé l'univers, je n'ai pas aimé les relations entre les personnages. J'ai le tome 2 dans ma palle, donc c'est une diptyque, donc je vais lire le tome 2. Et je verrai bien ce qu'il en est, puisque j'ai quand même envie de savoir ce qui va se passer. Ce que je voulais vous dire justement par rapport à tout ça, en fait, c'est que du coup, malgré que les personnages aient 16-17 ans, et ben ça m'a semblé hyper jeunesse en fait. Vous savez, moi j'aime pas trop les livres où les héros ont une douzaine d'années. Voilà, ça, moi le très jeunesse comme ça me plaît moyennement. Après, à partir du moment où ils ont une quinzaine d'années, tout ça, du young adulte, etc., ça me pose pas de problème, même j'aime bien, donc j'en lis pas mal. Là, ben je sais pas, ils ont 17 ans, mais pour moi c'était un livre... on aurait dit qu'ils avaient une douzaine d'années, quoi, voilà. Donc c'est pour ça certainement que je suis pas rentrée, que j'ai pas apprécié ce roman, en tout cas à sa juste valeur. Voilà donc pour ce roman. Ensuite, j'enchaîne avec Il était un rêve de Liz Braswell. C'est un twist and tell Disney, sorti aux éditions Hachette. Et c'est tout, c'est déjà pas mal. Donc là, on est dans une revisite du conte de la Belle au bois dormant, c'est-à-dire que Philippe vient embrasser Aurore quand elle s'est endormie, après s'être piqué au rouet, sauf qu'au lieu de réveiller sa belle, il va s'endormir avec elle et se retrouver dans son rêve. Voilà, donc c'est dans le rêve que tout va se passer. Je n'ai pas trouvé que l'histoire ainsi décrite si différente que le conte original. Là, on se retrouve dans le rêve d'Aurore, et Aurore et Philippe vont devoir s'unir pour combattre la méchante fée maléfique. Voilà, alors, j'ai bien aimé le caractère d'Aurore. Elle est naïve, elle découvre beaucoup de choses, en même temps c'est de par la façon dont elle a été élevée, donc c'est logique, mais ça l'empêche pas d'être réfléchie, ça l'empêche pas d'être combative et de se lancer dans ce combat pour pouvoir sauver sa peau, mais également sauver son royaume.
Donc ça, j'ai trouvé très très intéressant. J'ai bien aimé que Philippe, le prince Philippe, soit pas le prince finalement, le sauveur, et qu'il soit plutôt mis au second plan. Donc ça, j'ai bien apprécié. En revanche, j'ai trouvé que Maléfique était pas très bien caractérisée. Enfin, elle est vraiment au second plan. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Je l'ai pas trouvé. J'ai trouvé qu'elle manquait de charisme. Voilà. Donc c'est un peu dommage parce que c'est pour ça que j'avais ce livre, puisque Maléfique est ma méchante Disney préférée. Voilà. Je vais pas vous en dire tellement plus. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est très vite lu, c'est écrit, c'est très aéré, c'est pas écrit très gros, mais c'est très aéré. L'écriture est fluide, c'est un conte, c'est plutôt du jeunesse. Je suis partie dans cette lecture en sachant très bien à quoi m'attendre. J'avais même pas justement d'attente particulière par rapport à ce roman. Je trouve qu'il fait le job, donc c'est une bonne lecture. Ensuite, je vais vous parler de No Home de Giazi, pardon, aux éditions Le Livre de Poche. Alors, c'est un petit peu compliqué à résumer. En fait, dans ce roman, on suit deux sœurs qui sont nées au Ghana. Alors, à l'époque, c'était au 18e, donc ça s'appelait Côte de l'Or à l'époque. Et ces deux sœurs ne se sont jamais connues en fait, et toutes les deux vont suivre une route très différente, c'est-à-dire que l'une des deux va être vendue comme esclave et déportée en Amérique, tandis que l'autre sœur va se retrouver mariée à un colon et va vivre sa vie dans un fort en Afrique avec les Blancs. De là, en fait, on va suivre toute la descendance de ces deux femmes. C'est-à-dire que on va partir donc de la première sœur. Alors j'ai perdu les noms, c'est Effia et Essie. Donc Effia, qui a épousé l'anglais mais est restée en Afrique, va donner naissance à un garçon, il me semble, oui c'est ça. Et donc on va suivre Effia, ensuite on va suivre son fils, on va suivre son petit-fils ou sa petite-fille, je ne sais plus, etc. Et en fait, chaque chapitre va suivre un personnage en particulier et un descendant de ces deux femmes. Donc en fait, ce qu'il faut, je pense, retenir, c'est que on apprend l'histoire du Ghana au travers de ces deux femmes, et donc ça dure 300 ans, donc on a quand même 300 ans d'histoire réunis dans ce petit roman. Et on va parler du coup de colonisation, d'esclavage, de ségrégation, etc. Puisqu'on va vraiment traverser les époques en suivant ces personnages-là. C'est hyper intéressant. Bien sûr, les traits sont farcis. Hein, on peut, chaque descendant va en fait mettre le doigt sur un point particulier de l'histoire qui n'est pas très beau à voir. Donc forcément, on se dit, cette famille, elle aura tout vécu. Mais c'est le but du roman, il me semble, c'est-à-dire d'expliquer toutes ces évolutions au fur et à mesure des époques pour les personnes noires. Donc c'était vraiment, il n'y a pas à dire, c'était hyper intéressant. En revanche, bien évidemment, étant donné qu'on reste qu'un seul chapitre sur chaque personnage, on n'a vraiment pas du tout le temps de s'attacher à eux. On est horrifié par ce qui leur arrive, bien évidemment. On aurait envie de les aider, de dire c'est pas possible, tout ce qui s'est passé c'est horrible. Enfin, on se pose des questions sur l'humanité, c'est effroyable. Mais on ne s'attache pas à un personnage en particulier, même pas les deux sœurs, puisque comme je vous dis, on reparle d'elles parce que ça devient la mère, ça devient la grand-mère, ça devient l'arrière-grand-mère, l'ancêtre, etc. Donc on a quelques flashs qui nous les rappellent, mais en fait, à aucun moment on les suit sur une grande période de leur vie. Voilà, donc moi je conseille quand même cette lecture parce qu'elle nous fait apprendre plein de choses. Enfin, je pense par exemple au travail forcé dans les mines, c'est-à-dire que les esclaves, lorsque l'esclavage a été aboli, les personnes de couleur n'arrivaient pas à trouver de travail et elles étaient enrôlées dans des mines. Donc elles gagnaient une misère et elles travaillaient, enfin c'était un travail très très difficile, beaucoup mouraient. Et voilà, c'était plus de l'esclavage, mais finalement c'était
pratiquement la même chose. Donc voilà, c'est des pans d'histoire qui sont vraiment intéressantes à découvrir. J'enchaîne avec, j'ai lu le tome 3 de Grisha de Leigh Bardugo, sorti aux éditions Milan. Si vous avez vu mes deux précédents points lecture, celui où je vous parle du tome 1 et celui où je vous parle du tome 2, vous savez que j'ai adoré le tome 1 de cette saga et que le tome 2 m'a beaucoup déçu. Je peux dire que ce roman, ce tome 3 m'a beaucoup plus plu que le tome 2, mais n'a pas été à la hauteur du tome 1. Donc clairement, dans cette saga, c'est le tome 1 que j'ai préféré. Pour rappel, le résumé, dans le tome 1, on suit Alina qui découvre qu'elle a des pouvoirs de Grisha, et son pouvoir, c'est d'invoquer la lumière. Elle le découvre pendant une traversée du Fold. Le Fold, c'est un brouillard sombre dans lequel vivent des monstres qui mangent les humains et qui traversent le pays de Ravka, donc le pays d'Alina. Donc, suite à cette découverte, elle va rentrer dans l'école, on va dire, des Grisha, sous le commandement, enfin la direction en fait, du Darkling. Voilà, donc le tome 1, c'est cette histoire d'Alina qui découvre ses pouvoirs. Donc, après moult aventures, nous arrivons dans ce tome 3, où je trouve que, de nouveau, Alina, après une baisse de régime de la part d'Alina, c'est-à-dire qu'elle a, dans le tome 2, plus du tout évolué, elle est devenue très plaintive, plus du tout de caractère, on va dire, enfin quasiment plus. Dans ce tome 3, elle retrouve enfin, on va dire, du poil de la bête, et du coup, j'ai beaucoup aimé de la revoir évoluer, et enfin de prendre un peu les choses en main, et voilà, c'était très agréable de la retrouver, un peu comme dans le tome 1. Ensuite, j'ai trouvé que la fin était top, enfin moi en tout cas, j'ai beaucoup aimé la façon dont se termine cette saga. J'ai trouvé, alors ça peut ne pas plaire à tout le monde, je peux le comprendre, moi je l'ai trouvé top, et j'ai bien aimé du coup cette fin là. Par contre, j'ai trouvé un petit peu encore, comme comme dans le tome 2, que les batailles finales sont un peu courtes en fait. Voilà, ça va très vite, c'est-à-dire que pendant une grosse partie du roman, on se prépare, et finalement la bataille dure quelques pages, et voilà, c'est vite expédié. Donc c'est ça que je trouve un petit peu dommage, on a moins le temps d'avoir peur pour les personnages, voilà, il y a cette tension qui retombe trop vite, je trouve. Et voilà, et les explications finales, du coup, de la même manière, sont un peu rapides. Quoi qu'il en soit, j'aime beaucoup cette saga, et je suis impatiente. Vous savez qu'il y a la série qui démarre le 23, je crois, avril, sur Netflix, et du coup, je suis impatiente de la découvrir en série. Je continue avec ma lecture suivante qui est Petite sœur, mon amour de Joyce Carol Oates aux éditions Philippe Ray dans leur collection Fugue. Voilà, c'est ça. Pardon, j'ai eu un trou. Je vous ai beaucoup parlé de ce roman sur Insta et aussi dans mon vlog précédent, donc je ne vais pas trop m'attarder. Dans cette histoire, Skyler nous raconte son enfance et les événements qui ont précédé la mort de sa petite sœur à l'âge de 6 ans. Sa petite sœur était une petite prodige du patinage artistique, et elle a été retrouvée morte dans la maison à l'âge de 6 ans, alors que Skyler en avait 9. Donc 10 ans plus tard, Skyler revient sur cette histoire dont on n'a pas trouvé le meurtrier. L'autrice se base sur une histoire vraie, une mini-miss qui a été retrouvée assassinée chez elle, et on n'a jamais retrouvé le meurtrier. Sauf que dans ce roman, elle nous propose sa résolution de l'affaire, on va dire. Alors, il faut être très prudent quand on attaque ce roman, il faut être conscient que la narration est très compliquée. On est dans la tête de Skyler, qui est un jeune qui sort à peine de la drogue, qui a fait une dépression, qui a été longtemps médicamenté quand il était jeune, même avant le drame. Et du coup, en fait, on peut pas dire que ce qu'il raconte soit confus, mais voilà, c'est des tranches de souvenirs. Donc des fois on a des souvenirs qui sont très longs, des fois on a des tout petits
des tout petits passages, donc c'est très fugace, c'est très rapide. Et en fait, il revient aussi parfois sur des choses qui l'ont vraiment marqué, qui ont vraiment eu une incidence psychologique sur lui. Donc des fois on a des choses un petit peu redondantes. Et puis il s'adresse à nous. Donc il faut être, voilà, faut apprécier les lectures où le narrateur s'adresse au lecteur. Voilà, donc au niveau de la narration, en tout cas moi, il a fallu que je m'accroche. En revanche, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que on est vraiment dans la critique de la société américaine. Alors ça se passe en 96, il me semble. Et Skyler nous raconte comment sa mère veut grimper au niveau social, quitte par tous les moyens, donc quitte à utiliser ses enfants pour ça. Comment son père veut réussir dans l'entreprise et du coup n'est jamais présent. Comment il trompe sa femme régulièrement et que voilà, sa femme ferme les yeux pour maintenir cette image de famille parfaite. Comment la religion aussi rentre en considération dans la façon de vivre de ces gens. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses, c'est vraiment une critique très intéressante, assez approfondie. En plus, Skyler, vu que c'est lui qui raconte, est plutôt cynique, il est très critique, il est très sarcastique, il accentue en fait, puisque toutes ses perceptions sont ses perceptions d'enfant, donc les traits sont parfois très accentués, il est très dur avec lui-même, il se voit moche, il estime qu'il n'a pas pu aider sa sœur alors qu'il n'avait que 9 ans, il se voit agressif alors que ben, c'était juste un enfant comme les autres et qu'il devait gérer au quotidien la façon dont ses parents l'ont élevé. Et voilà, franchement, je recommande ce livre. Il n'est pas facile à lire, il faut s'accrocher comme je vous le disais, mais il est vraiment hyper intéressant et hyper bien fait, donc je vous le recommande fortement. Alors j'enchaîne avec un roman que je n'ai plus en physique pour l'instant, puisque je l'ai prêté à ma belle maman. Et c'est Et que ne durent que les moments doux de Virginie Grimaldi, pardon, je vous le mettrai là ou là, je ne sais pas, on verra, surprise. Qui est sorti aux éditions Fayard, je vais y arriver. Donc dans cette histoire, on suit d'un côté Élise, qui est une maman dont les 2 enfants ont quitté la maison pour partir faire leurs études, donc ils ont pris leurs appartements, et comme elle est divorcée, elle se retrouve seule. À côté de ça, on suit Lily qui, elle, vient d'accoucher d'une petite fille prématurée et qui donc passe toutes ses journées à l'hôpital auprès de sa petite fille, parfois avec son mari, parfois sans lui, et qui rencontre du coup d'autres parents, mamans et principalement des mamans, mais aussi quelques papas, qui sont également dans cette situation très difficile. J'ai adoré ce roman parce que il est hyper émouvant, hyper touchant. Toutes les 3 pages, j'avais les larmes aux yeux, j'avais la boule, le cœur qui se serrait. Enfin, c'est vraiment très bien écrit, très bien retranscrit, les sentiments, les frustrations, les craintes, la douleur, le manque pour Élise, parce que ses enfants lui manquent terriblement. Elle ne sait pas vivre sans eux, puisqu'elle a toujours vécu pour eux, elle a toujours tout fait pour eux, et d'un coup elle se retrouve seule, donc à devoir trouver des choses à faire pour s'occuper d'elle, tout simplement, et la transition est compliquée, l'adaptation est compliquée. Et bon, moi ça m'a particulièrement touchée parce que je suis passée par là, il n'y a pas si longtemps que ça, même si moi je suis mariée, donc j'ai quand même mon mari avec moi, mais quand même, il y a certaines choses qui faisaient écho en moi et j'ai trouvé ça vraiment touchant. À côté de ça, la maman, donc Lily, qui se retrouve avec sa petite fille prématurée, c'est ces relations entre ses parents qui sont en difficulté et qui au début ont du mal à se parler entre eux, mais finalement sont dans la même galère, donc parviennent à s'ouvrir les uns aux autres. Et le personnel médical aussi est beaucoup mis en avant, ces infirmières, ces aides-soignantes, etc., qui prennent soin de ces petits, ne sachant pas ce qui peut advenir, puisque le pire peut advenir. Je sais pas, vraiment ce livre était hyper touchant et même rien que d'en parler, vous voyez, j'ai un petit peu la gorge qui se serre. C'est un livre que je recommande. Alors, Virginie Grimaldi a une tendance
à faire un petit twist de fin sur tous ses romans. C'est le troisième que je lis et systématiquement il y a eu ce petit twist de fin. Alors autant sur certains romans ça m'a pas gêné. Alors j'ai lu, je vais vous le dire carrément, tu comprendras quand tu seras plus grande, ce twist final m'a fortement dérangée. Dans Il est grand temps de rallumer les étoiles, ça passe, ça ne m'a pas gêné plus que ça. Ici, mais je trouve que le fait d'avoir cette information, ce twist final, me manque. Une fois que je la connais, je trouve qu'elle m'a manqué à la lecture. Je serais presque d'avis de relire le livre avec cette information pour pouvoir l'appréhender différemment. Je sais pas, je trouve que c'est dommage d'avoir cette information à la fin. Enfin, en tout cas, c'est mon ressenti personnel. Et ça m'a moins gênée que dans Tu comprendras quand tu seras plus grande, parce que là carrément ça m'a vraiment dérangée. Mais dans celui-là ça m'a moins gênée, mais malgré tout ben, ce petit truc j'aurais aimé le connaître avant. Désolée pour la coupure un petit peu violente, mais en fait j'avais plus de batterie, je m'en suis pas rendu compte. Bref, je vais du coup passer au livre suivant, qui n'est autre que Allergique de Célia Flo, sorti aux éditions ActuSF dans leur collection Naos. Dans cette histoire, on suit Lady Liliana Meffray, je vais y arriver, qui est garde royale en Angleterre, et elle décide de partir sur les traces d'une tueuse et voleuse d'énergie en Inde. Avec son compagnon, ils partent en Inde pour enquêter. Là, ils vont retrouver Amiya, qui est un ami en fait d'enfance, ou de jeunesse en tout cas, de Clément, donc le compagnon de Liliana, et qui est certainement même la seule victime encore vivante de la fameuse criminelle dont ils sont à la recherche. Dans cet univers, la population, les humains, sont séparés en deux catégories, on va dire, deux castes. Les Dena, qui sont des humains qui parviennent à produire de l'énergie. Par contre, ils ne peuvent pas l'utiliser. Ils n'ont pas la capacité d'utiliser ou de transformer cette énergie. Ils peuvent simplement la donner. Et à côté de ça, on a les limes, donc vous aurez bien compris, qui eux, au contraire, peuvent utiliser l'énergie, on l'a transformée en magie, mais ils n'en produisent pas. Donc ils sont obligés de la récupérer auprès des Dena. Il faut savoir que les uns ne peuvent pas vivre sans les autres, c'est-à-dire que un Dena risque de mourir s'il a un trop plein d'énergie. Inversement, un Line, ne peut pas survivre s'il n'a personne pour lui fournir de l'énergie. Voilà, donc c'est du coup, par la force des choses, la plupart des couples se forment avec un Dena et un Lime. Donc Lady Liliana est une Lime, et Clément, son compagnon, est un Dena. Quand on parle de vol d'énergie, donc la criminelle qu'il recherche, c'est vraiment assimilé à un viol. Ce que va ressentir et ce que va nous montrer Amiya tout au long du roman, ses sensations, ses sentiments, ses peurs, etc., c'est vraiment ce que peut ressentir quelqu'un qui a subi un viol. Voilà. Donc il faut faire quand même attention, si vous êtes intéressé par ce livre et que ce sujet peut être sensible pour vous, il faut faire attention. Il y a quelques scènes du coup racontées par Amiya, qui sont un peu difficiles, mais moi personnellement ça m'a pas gênée, j'ai pas été choquée ou quoi que ce soit, parce que je trouve que la plume de Célia Flo est vraiment très bien faite. Enfin, elle fait ça très bien, tout en pudeur, tout en... Alors on ne peut pas dire en douceur parce que le sujet est quand même très difficile, mais voilà, elle a une façon d'écrire, de présenter les sentiments de ses personnages qui fait que je trouve que ça passe très très bien. Voilà, après c'est moi, mais il faut dire qu'en fait cette autrice, elle a édité 3 livres, que j'ai lu ces 3 livres. Donc le premier c'était Iseltan, que j'avais adoré. Il y a le cirque interdit, pardon, que j'avais bien aimé. Et j'ai toujours apprécié l'écriture de cette autrice.
Donc, dans ce roman, j'aime beaucoup l'univers créé par l'autrice, enfin, cette caste supplémentaire qui finalement fait rentrer les gens dans des cases supplémentaires, donc avec les préjugés que ça va engendrer, les discriminations, les inégalités en fonction de quel type si vous êtes producteur ou utilisateur d'énergie, sachant que dans ce roman, les producteurs d'énergie sont sous-estimés, on va dire. C'est-à-dire que les lignes qui, eux, savent l'utiliser, donc savent provoquer la magie, eux sont considérés comme les êtres, entre guillemets, supérieurs. Donc voilà, ça fait réfléchir sur déjà nos inégalités actuelles, donc les couleurs de peau, le sexe bien évidemment, et là on a cette caractéristique supplémentaire qui vient s'ajouter déjà à tout ce que l'on connaît, et du coup c'est un roman qui fait particulièrement réfléchir. Moi je l'ai adoré, et j'ai passé un excellent moment, et même si parfois c'est un peu rapide, voilà, j'aurais peut-être aimé qu'il soit un petit peu plus long, que certains passages soient plus approfondis. L'enquête est assez... c'est une excuse, on va dire, hein, pour mettre... ce qui est important là, c'est vraiment les personnages et surtout leurs sentiments, leurs émotions. Donc voilà, ça prend le pas sur peut-être un petit peu l'enquête. Donc voilà, j'aurais peut-être aimé que voilà, certaines choses soient approfondies, magnifique, soient approfondies, mais malgré tout, c'est une excellente lecture que je vous recommande, je me suis régalée. Ensuite, je vais vous parler du tome 2 de Wild Crow de Blandine P. Martin. Donc ce tome 2, c'est Révélation. Je vous en ai pas mal parlé également dans mon vlog, mais je vais revenir un petit peu dessus rapidement. Là, dans le tome 1, on suit Jo. Jo est une jeune femme qui vient de perdre sa maman. Sa maman lui a laissé un indice pour pouvoir retrouver son père qu'elle n'a jamais connu. Donc elle part à la recherche de son père et elle découvre que ce papa, Jerry, est le leader d'un club de bikers. Donc elle va rentrer dans cet univers qu'elle ne connaît pas du tout, qui est très éloigné de ce qu'elle est, de son quotidien et de ce qu'elle a l'habitude de vivre, etc. Et elle va être accueillie par ce club et ses membres, et voilà, j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1. Le tome 1 se termine sur un cliffhanger, hein, sur un passage très difficile dont on se languit de connaître la suite. Donc on attaque tout de suite ce tome 2 directement par cette suite. C'était hyper intéressant de connaître la conclusion de ce passage-là, qui est quand même psychologiquement très difficile pour les personnages. Mais ensuite, le roman se focalise beaucoup sur la relation naissante entre Jo et l'un des membres des bikers, dont je ne dirai pas le nom pour pas vous spoiler. Et du coup, on est plus dans ce relationnel-là dans ce roman. Même si, je sais plus, mais environ 2/3 du roman, on rebascule sur quelque chose de très difficile, un événement horrible qui va se profiler, qui va se passer d'ailleurs. Et donc on repart un petit peu sur un rythme un petit peu plus soutenu à ce moment-là. Mais malgré tout, le sujet principal de ce tome, c'est quand même cette relation naissante de Jo avec ce personnage. Du coup, je dirais que j'ai un tout petit peu moins aimé que le tome 1, mais c'est un chouïa, hein, donc vraiment, je vous conseille cette lecture. Ça se lit hyper bien, hyper vite. Moi je l'ai lu en un après-midi. C'est très addictif quand même, il faut le dire. On a vraiment envie de savoir la suite, et d'ailleurs j'ai la suite dans ma palle, donc j'enchaînerai certainement peut-être le mois prochain, je ne sais pas encore. Mais en tout cas voilà, c'est très addictif. L'autrice est très sympathique, je vous conseille de la suivre sur Insta, elle est très sympathique, et voilà, c'est une lecture que je vous recommande. Ah oui, je voulais vous dire aussi que j'ai particulièrement apprécié, l'autrice nous a mis en fin de roman des chapitres bonus. Alors, ce qu'ils ont d'originaux, c'est que on revient sur des passages du livre racontés par une autre personne. Voilà, on a par exemple un événement qui a été raconté par Jo dans le roman, et on arrive à la fin, on revoit cet événement, mais raconté par un autre personnage, donc un autre point de vue sur ce qui s'est passé à ce moment-là, et j'ai trouvé ça hyper intéressant, j'ai trouvé ça génial. C'est vraiment, moi j'ai adoré ça, découvrir ces autres points de vue sur des événements du roman. Voilà, donc ça j'ai trouvé que c'était un petit plus
excellent, c'était excellent, et du coup je me suis régalée avec ce roman, je vous le conseille. Enfin, je vous conseille la saga. Voilà, on arrive au dernier roman de ce point lecture qui dure depuis je ne sais pas combien de temps, j'espère que vous aurez eu de la patience avec moi. C'est Sur la route de Riverside de Sophie Cole, sorti aux éditions Scrinéo. J'ai adoré ce roman. Voilà, on est en Arizona, on est en 1884, on suit Taylor qui à l'âge de 10 ans a assisté à l'assassinat de son père. Et 9 ans plus tard, elle décide de prendre ses clics et ses claques et de partir à la recherche de ce meurtrier qui s'appelle Tom Cassidy et de se venger. Voilà, donc sur son chemin, elle va rencontrer 3 bandits qui vont l'accepter tant bien que mal dans sa bande, au début pour de l'argent et ensuite par affection. Et du coup on va partir sur les routes poussiéreuses de l'Arizona, on va se retrouver dans les saloons, on va se retrouver à attaquer une diligence, enfin voilà, un bon western. Moi j'ai adoré. Le personnage principal, Taylor, est une jeune fille qui a un caractère bien trempé, qui sait ce qu'elle veut, qui est déterminée, elle ose, elle part au combat, quoi, elle s'en laisse pas compter, je veux pas dire qu'elle a peur de rien, mais elle a pas peur d'oser, elle a pas peur d'essayer, elle a pas peur de se lancer, voilà. Et du coup, voilà, elle y va, et voilà, ce personnage est juste super bien caractérisé. Moi, je l'ai adoré. J'ai adoré ses petites faiblesses, mais voilà, son caractère fort et sa répartie, et voilà, parce qu'il y a aussi des petites blagues avec les gars avec qui elle fait son chemin, et du coup, voilà, j'ai adoré ce roman. Donc les personnages à côté, les trois gaillards qui la suivent, enfin plutôt qu'elle suit normalement, sont aussi 3 personnages que j'ai bien aimé découvrir. Alors aussi avec des défauts, plus de défauts que de qualité, mais quand même, ils nous attendrissent suffisamment pour qu'on s'attache à eux. Et du coup, voilà, ce quatuor marche à merveille, et j'ai vraiment adoré. Et franchement, jusqu'au bout, on vacille, on va dire, sur cette résolution finale. Moi, j'étais partie vraiment dans une optique particulière, et en fait l'autrice a suivi exactement ce dont j'avais dans la tête, et du coup j'ai trouvé cette fin géniale, je l'ai adorée, j'ai trouvé qu'elle allait parfaitement au moment, que ça pouvait être que ça. Je veux pas trop vous en dire parce que franchement j'ai trop peur que vous deviniez à cause de ce que je vous dis, donc je peux juste vous dire que la fin est géniale, voilà, et que je l'ai adorée. Voilà, c'est tout pour ce point lecture, c'est tout, mais c'est déjà pas mal parce que je pense que j'ai pas mal bavardé. J'ai essayé d'être un petit peu plus rapide sur la fin, mais bon, je pense quand même que ça va être un petit peu long. J'espère que vous aurez eu la patience d'aller jusqu'au bout. En tout cas, je vous en remercie si vous y êtes parvenus. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces romans et ce que vous en avez pensé pour qu'on puisse en discuter. N'hésitez pas aussi à me dire si ça vous a donné envie, en tout cas, d'en lire un, et lequel. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce en l'air, ça sera super gentil de votre part parce que, bien évidemment, vous connaissez YouTube, ça me permet de faire un petit peu ma place, et ça me ferait super plaisir. Voilà, j'en bafouille de l'émotion. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si jamais tout ce que je vous propose vous intéresse, et à mettre la petite cloche pour être averti de mes sorties de vidéos. En tout cas, je vous remercie de nouveau d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo. Merci de tout cœur pour votre soutien et pour vos commentaires, ou pour votre suivi, même si vous n'intervenez pas dans les commentaires. Je vous remercie quand même sincèrement, ça me fait plaisir à chaque fois de voir le nombre de personnes qui regardent mes vidéos. Voilà, je fais pas ça pour rien, et voilà, c'est juste un bonheur de vous voir me suivre. Voilà, je vais arrêter là parce que déjà je disais que c'était trop long, mais je continue à blaguer. Donc je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus!